Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Emilien Petit, je suis un des kinés donc ici à l'IURC. Voilà, juste par curiosité personnelle, avant que je commence, j'aurais voulu savoir combien il y avait de kinés dans la salle. Okay. Un certain nombre. Okay. Étudiants en kiné? Okay. Retraités? Donc ma présentation va s'intéresser à toutes les autres techniques de physiothérapie, moins les ondes de choc évidemment. Donc voilà, c'est un sujet vaste, avec beaucoup de modalités de traitement qui existent. Voilà, le titre suggère, que reste-t-il? Est-ce qu'au final c'est encore utilisé? Est-ce qu'on a raison d'arrêter de l'utiliser si on arrête de l'utiliser réellement? Quelle est la base scientifique qui nous permettrait de décider en sa faveur ou en sa défaveur? Voilà. Donc, comme ça a été dit précédemment, donc, savoir que technique de physiothérapie en France, c'est pas ce qu'on entend par physiothérapie ou physiothérapie en Belgique ou en Suisse. C'est pas du tout un synonyme de kinésithérapie en fait. La physiothérapie, ça se réfère à tous les modes thérapeutiques qui utilisent la transmission d'énergie vers le patient par des modalités biophysiques. Donc ça peut être la chaleur, ça peut être des ondes mécaniques, ondes de choc, ultrasons ou l'électricité, les électrothérapies. Voilà. Quelle a été ma méthode de préparation de cette présentation? Voilà, j'ai fait une revue de la littérature de toutes les études publiées en français et en anglais des 30 dernières années qui s'intéressaient spécifiquement donc aux techniques de physiothérapie sur les tendinopathies, et uniquement. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'ensemble, et je pense que c'est un thème récurrent aujourd'hui, c'est qu'il y a globalement peu d'essais publiés et peu de revues systématiques, environ une centaine, un peu moins d'une centaine. Et que non seulement la qualité et la quantité sont aussi faibles, donc peu au final d'études avec une forte qualité méthodologique publiée. Voilà, comme on disait, la tendinopathie n'est pas du tout perçue comme une entité clinique unique et différents tendons en fait bénéficient d'une attention toute variable de la recherche et des études. Par exemple, l'épicondylite latérale, la tendinopathie achilléenne sont beaucoup plus représentées, beaucoup plus étudiées que le tendon proximal des ischio-jambiers ou le tendon adducteur. Voilà. Quand bien même certains résultats peuvent être trouvés sur un tendon, est-ce qu'on est en droit au final d'extrapoler sur tous les tendons? Est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre le tendon achilléen et le tendon de l'origine commune des extenseurs du coude, par exemple? Est-ce que c'est pas la même fonction? Est-ce que c'est pas la même une différence de nature et d'histologie? Donc on ne peut pas vraiment conclure pour tous les tendons de manière définitive. Bien souvent dans les protocoles de recherche, peu de différenciation, voire pas de différenciation entre les tendinopathies réactives et les tendinopathies dégénératives. Et encore une fois, ça ne nous aide pas vraiment, nous cliniciens, dans la pratique. Est-ce qu'on traite un tendon d'un jeune homme qui a fait du crossfit avant-hier ou le tendon douloureux d'une caissière qui a ça depuis 10 ans? Voilà. Comme je disais, aucune revue systématique, aucun travail qui synthétiserait l'état de nos connaissances actuelles sur les techniques de physiothérapie et les différentes tendinopathies. Donc il faut s'intéresser réellement tendon par tendon. Donc ce que je vais faire pour toutes ces modalités, c'est brièvement réexpliquer quels sont les mécanismes d'action soit prouvés, soit supposés. Commençant par les électrothérapies. Je ne dis pas l'électrothérapie, mais bien les électrothérapies, parce que en fait, c'est une variété d'équipements divers et variés qui utilisent des modes d'action, encore une fois supposés ou prouvés, tout à fait divers. Avec soit l'effet de produire un effet hypoalgésique, soit d'accélérer la réparation, la régénération des tissus tendineux. Voilà. Commençons par une modalité des plus connues, des plus populaires, parce qu'elle est facile à mettre en accès, peu chère, pas d'effet secondaire, la TENS, qui va délivrer donc un courant pulsé électrique via des électrodes à la zone douloureuse. Et le mécanisme supposé, ça serait l'activation donc du système de gate control. Donc les terminaisons nerveuses qui sont partagées par les mécanorécepteurs et les nocicepteurs seraient en fait saturées de cette sensation, et donc la douleur baisserait in fine. Et un autre phénomène proposé, c'est l'activation du système opioïde endogène. La deuxième modalité d'électrothérapie, qui n'est pas la plus populaire, c'est le LLLT, donc Low Level Laser Therapy, ou photobiomodulation, comme on le trouve parfois dans les papiers.
Donc cette fois-ci, c'est pas l'électricité, c'est vraiment une action photochimique, donc avec l'application d'une lumière soit laser, soit LED, qui va pénétrer les tissus et qui aurait un effet antalgique ou bien d'accélération de la régénération cellulaire, de stimulation du métabolisme des cellules. Et enfin, les ultrasons thérapeutiques, cette fois-ci, c'est ni la lumière ni l'électricité, mais bien une onde mécanique qui est transmise au tissu et qui aurait un effet en fait thermique profond, qui viendra chauffer les tissus un peu inaccessibles en profondeur. Encore une fois, ça faciliterait la résolution de l'inflammation et ça stimulerait le métabolisme cellulaire. Voilà. Maintenant, venons-en aux preuves, venons-en aux données qu'on a à disposition. Donc pour le laser, pour le LLLT, certaines études chez l'animal, chez le rat, ont montré qu'effectivement il y avait un effet métabolique sur les tendons de ces animaux, donc une baisse de certains marqueurs pro-inflammatoires, l'interleukine 6, l'interleukine 10, TNF-alpha, et une augmentation de l'activité des ténocytes. Vous me direz ok, mais qu'en est-il chez l'humain, et surtout sur des tendinopathies? La pathogénèse de la tendinopathie chez l'homme est complètement différente de celle induite en laboratoire, où on va injecter un tendon et tout de suite après tester l'effet d'une modalité sur ce tendon. Bien, plusieurs essais ont été publiés, si bien que plusieurs revues systématiques ont pu être publiées et faites avec des méta-analyses aussi, qui concluent que dans l'ensemble, même s'il y a des revues systématiques, les essais inclus sont de mauvaise qualité. Donc ça, en soi, ça ne rend pas les résultats de la revue bien supérieurs. Donc peu de protocoles au final avec une forte qualité méthodologique. Et sur tous les protocoles publiés, seulement la moitié montrait la supériorité du LLLT sur le placebo. Et l'autre moitié des essais montrait qu'au final, il n'y avait pas de différence. Et quand on parle de supériorité, c'était seulement sur la douleur à court terme, à moyen terme. À 6 mois, à long terme, les effets étaient les mêmes entre le placebo et le laser. Pas d'effet avéré en fait sur les scores fonctionnels, ni à court terme, ni à moyen, ni à long terme. Voilà. Et encore une fois, peu de tendons en fait, ont été étudiés, environ, je crois que c'était 25 essais en tout avec les revues, et seulement, je crois, pour l'épicondylalgie latérale du coude, la tendinopathie d'Achille et la coiffe de rotateur. Donc pour le reste, on n'a pas de données en fait. Et surtout, dans tous les cas, l'approche active, on l'a déjà dit, était supérieure en fait à ces modalités. Donc que ce soit laser plus exercice, ben, en fait l'addition du laser n'apportait rien de plus, ou bien carrément laser versus exercice, l'exercice était supérieur. Okay. Maintenant, voyons voir les ultrasons thérapeutiques. Donc 18 essais en tout et pour tout, au cours des 30 dernières années publiés, avec une surreprésentation de l'épicondylalgie latérale du coude. Voilà. Et encore une fois, au final, pas de données nous permettent vraiment de supporter son usage dans la pratique. Que ce soit sur la douleur, sur la fonction, ni à court, ni à moyen, ni à long terme. Et c'est aussi le cas quand on combine les ultrasons avec d'autres modalités, comme on fait souvent dans la pratique, avec des exercices, avec une autre électrothérapie peut-être, bien pas d'effet supplémentaire, pas d'intérêt à additionner les ultrasons. Et enfin, la TENS. Donc il faut savoir que dans l'ensemble, la TENS, c'est des électrothérapies, la modalité qui a le plus de preuves pour supporter son usage, notamment sur les douleurs ischémiques type AOMI. Ok, mais qu'en est-il réellement juste pour les tendinopathies? Mais encore une fois, des essais qui sont uniquement disponibles pour 2 tendinopathies, 3 en tout, donc 2 pour la coiffe de rotateur et un seul pour l'épicondylalgie latérale du coude. Première revue de Demel en 2015 qui a pu inclure 6 essais, dont un seul comparait en fait le TENS versus le placebo, avec une baisse importante, moins 1,6 sur 10 de la douleur sur l'échelle numérique immédiatement après. Mais on n'a pas de données sur le suivi à plus long terme en fait, ni à 24 heures, ni à une semaine, ni après. Et pour l'épicondylalgie latérale, un seul essai de 2004, en plus de faible qualité malheureusement, qui a montré une baisse modérée de moins 0,7 points sur 10 de douleur. Et encore une fois, immédiatement après l'application, 30-40 minutes de TENS, mais pas bien plus loin. Voilà, voyons voir maintenant thermiothérapie et cryothérapie, donc qui sont 2 modalités de physiothérapie qui sont encore populaires, encore très utilisées. Donc là, on parle vraiment de thermothérapie superficielle, non profonde, comme les ultrasons pourraient l'être en fait. Voilà. Donc ça induirait un réflexe vasodilatateur
qui augmenterait le flux sanguin et ça aurait un effet aussi neuromusculaire et ça baisserait in fine le tonus musculaire. Par contre, j'ai rien trouvé sur un supposé effet sur la propriété du tendon, sur la viscoélasticité du tendon. Rien n'a été publié et aucune donnée ne permet de dire quoi que ce soit sur ça. Qu'en est-il maintenant des preuves scientifiques de leur efficacité dans la pratique? Absolument rien qui avait été publié, ni pour infirmer, ni pour confirmer son usage dans la pratique. Donc, pas vraiment conclure, malheureusement, sur est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça a été prouvé ou pas. Et enfin, la cryothérapie, donc c'est l'inverse. Donc, ça aurait un effet vasoconstricteur, donc pour réduire l'afflux sanguin et limiter le processus inflammatoire. Mais est-ce que toutes les tendinopathies procèdent d'une inflammation? Est-ce que c'est le mécanisme à l'œuvre? Point d'interrogation. Certaines études ont quand même montré que, en tout cas dans le laboratoire ou chez l'animal, il y avait une réelle réduction de la conductivité nerveuse qui pouvait être observée après l'application de glace. 20-30 minutes suffisaient souvent. Et aussi une baisse du seuil d'excitabilité des nocicepteurs, donc une baisse du seuil de la douleur. Voilà, encore une fois, quelles sont les preuves scientifiques, les essais qui ont été faits? Il y a eu 3 essais qui ont étudié la cryothérapie pour les tendinopathies, 2 pour l'épiconddylalgie latérale, où c'était l'addition de la cryothérapie à un programme de manipulation de thérapie manuelle, ou bien un programme plus actif d'isométrique et de stretching. Dans les 2 cas, donc Richer 2017 et Manias et Stanisopoulos 2006, l'addition de cryothérapie, malheureusement, n'a pas apporté de bénéfices cliniques supplémentaires, ni sur la douleur, ni sur la fonction. Et pour le tendon d'Achille, un seul essai en 2008. Donc cette équipe a quand même observé des effets hémodynamiques sur le tendon. Donc voilà, la circulation sanguine était réellement modifiée, mais pas d'effet sur les indicateurs cliniques, ni de douleur, ni de fonction, ni à court terme, ni à moyen terme. Voilà, que peut-on conclure? Parce qu'autrefois populaire, toutes ces techniques de physiothérapie, en y regardant de plus près, en fait très peu de justification scientifique pour leur usage dans la pratique qui se veut basée sur les preuves scientifiques. Voilà. Quelques preuves limitées, on l'a vu pour le laser à court terme et pour la TENS, mais rien pour les scores fonctionnels et rien surtout pour les autres modalités de physiothérapie. Donc, c'est pas que ça ne marche pas, c'est que c'est pas supérieur à un placebo. Donc il y a certainement un effet placebo fort qui peut avoir un effet intéressant dans la clinique, mais on ne peut pas dire que ce soit bien supérieur à une machine d'ultrason débranchée par exemple. Et enfin, c'est pas très grave au final parce que nous kinés avons dans notre arsenal thérapeutique d'autres techniques qui ont elles beaucoup plus de preuves scientifiques, qui sont beaucoup plus efficaces, que ce soit pour les cas chroniques ou les cas aigus. Donc c'est ce qu'on verra ensuite avec mes 2 collègues kinés. Voilà, ça c'est mon email si vous voulez poser vos questions ou si vous voulez que je vous fasse parvenir ma présentation, c'est avec plaisir. Voilà, merci de votre attention.